Le nom est un marqueur essentiel de l'identité. C'est vrai pour les noms propres. Je suis assez content du mien, je remercie mes parents. Gilles renvoie au bouclier d'Athéna, qui servit à percer pour vaincre l'infâme gorgone Méduse. Le nom du projet dont je vous parle est Demos, qui est à la fois un acronyme, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, une référence à l'Antiquité grecque et bien sûr à la démocratie. Le projet Demos donne l'occasion à des enfants qui vivent dans des quartiers populaires de découvrir collectivement la musique classique. On comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Les mots classiques et populaires servant d'ordinaire à former des catégories distinctes. Art classique s'oppose à art populaire, et c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de musique. Et pourtant, voilà que ces enfants qui vivent dans des quartiers populaires, populaire est un des noms qu'on utilise, c'est sûrement le plus neutre. On en utilise d'autres qui sont beaucoup plus maîtrisés intellectuellement, comme concentrant des difficultés sociales ou classés politiques de la ville. Et on en utilise parfois qui sont réellement stigmatisants, comme en difficulté, difficile, sensible. Et pourtant, voilà que ces jeunes jouent du Mozart, du Haydn, du Beethoven, et que pour cela, ils utilisent des flûtes, des violons, des violoncelles ou encore des pianos. Non, pas de piano. Et qui s'en occupe? Qui s'occupe de ce projet? Eh bien, c'est la Philharmonie de Paris, dont on vient de parler, qui est l'un des emblèmes du prestige et de l'excellence musicale dans notre pays. Et pourquoi? Quel est le sens de cette action? Lorsqu'on fait référence à l'Antiquité grecque, il faut être capable de répondre à la question, sinon Socrate risque de s'en offusquer. Je vais donc vous parler de sens, et je vais essayer de commencer de répondre à la question en vous racontant une histoire. L'histoire d'un jeune garçon, il est moins jeune aujourd'hui, qui s'appelle Zacharia. Zacharia fait partie de ces enfants que l'on qualifie d'agités ou de difficiles. Je tiens à vous dire que dans les quartiers populaires dont il est question, les enfants agités et difficiles ne sont pas si nombreux que cela, et qu'on peut même distinguer souvent chez eux une capacité à s'enthousiasmer en écoutant la Ronde des princesses de Stravinsky, largement supérieure aux réactions que peuvent avoir les enfants vivant dans les quartiers, disons, classiques, et qui prennent souvent un air blasé, parce qu'ils prennent souvent un air blasé. Mais Zacharia était difficile. Zacharia manquait d'attention, il perturbait la concentration de ses camarades, et il avait des gestes brusques qui ont conduit, dans les 3 années où il a participé au projet, il y est entré à l'âge de 10 ans, il est resté jusqu'à 13 ans, c'est ce qui était prévu. Eh bien, Zacharia a réussi à casser 2 violoncelles pendant ce projet. L'un des musiciens, qui est devenu un ami aujourd'hui, l'un de ces musiciens me disait « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Gilles, fais-le sortir du projet. C'est pas possible. Il manque d'attention, il ne s'intéresse pas ni aux autres, ni à la musique. C'est évident qu'il ne faut pas qu'il reste. » Le directeur du centre social dans lequel Zacharia était inscrit me disait exactement le contraire. Il est devenu un ami aussi aujourd'hui. Et il me disait « Gilles, il faut qu'il reste. C'est la première fois que je vois Zacharia suivre une activité de manière assidue. Il ne manque aucune séance, il est toujours à l'heure. Il se passe quelque chose. » Alors, je me suis rendu compte que ça aurait été un échec du projet, une défaite absolue si Zacharia en était sorti. Donc il est resté. Et pour l'aider, pour l'accompagner, nous avons fait appel au service d'une musicothérapeute italienne qui vit
à Paris et qui brillamment l'a aidé à progresser, à changer de comportement, à gagner en attention. Et oui, ça commençait à marcher, mais voilà, nouvel obstacle, une émission de télévision sur une grande chaîne nationale. À 52 minutes, quelle chance! Eh bien, pendant ces 52 minutes, Zacharia a été la figure négative du projet. Ça marquait les limites de nos capacités d'inclusion par la musique. 14 réflexions négatives comptabilisées par nous sur l'ensemble de ces apparitions dans le documentaire. Et à l'opposé, un autre garçon, qui lui a fait l'objet de commentaires tous positifs, noir, beau, sage, jouant de la trompette, et évidemment, à qui on compare un noir qui joue de la trompette? Eh bien, à Miles Davis. Voilà. Quand ils n'ont pas de trompette, ils ont le sens du rythme. Voilà. Il paraît. Donc, je vous laisse imaginer la tête de Zacharia lorsqu'il a vu le film, parce qu'il l'a vu le film, bien évidemment. Mais, par chance, tout s'est bien terminé, comme les belles histoires, puisque la communauté éducative qui était autour de lui a fait en sorte qu'il aille jusqu'au bout du projet, et il y est allé de manière tellement positive qu'à la fin du projet, il a déclaré dans un documentaire que nous avons réalisé nous-mêmes, il a déclaré « J'aurais fait quelque chose de bien dans ma vie, j'aurais joué du violoncelle ». Il n'a pas fait que ça de bien dans sa vie. Zacharia a aujourd'hui 16 ans, et l'ami directeur du centre social dont je vous ai parlé m'a dit clairement qu'il était parfaitement intégré dans la vie du quartier et qu'il s'impliquait dans la vie associative, notamment via le centre social en question. Un seul décrocheur vous manque et toute la démocratie est perturbée. Voilà pourquoi il ne fallait pas exclure Zacharia. Je vais continuer de répondre à cette question du sens dans le projet Demos, en vous racontant un peu ma vie, en vous parlant de mon parcours personnel. Je suis entré très vite dans un parcours de pédagogue de la musique, mais je ne savais pas clairement ce qui m'animait. Je ne savais pas exactement pourquoi je faisais ça. Et je pense que le moment de révélation, enfin du moins je m'en souviens comme ça, sur cette question du sens, est venu d'un cours à l'université Paris 13, où le compositeur Ahmed Essiad nous a fait entendre une pièce de oud, qui est un luth oriental. J'écoutais cette pièce, je ne comprenais pas tout. J'étais moi-même guitariste, je jouais beaucoup de guitare de jazz à l'époque. Et en l'entendant, je me disais, ça ressemble à quelque chose que je maîtrise, ça ressemble au langage que j'utilise pour jouer de la musique, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et ce que je ne comprenais pas renforçait le sentiment d'émotion que j'avais en écoutant la pièce. Et ce jour-là, je crois que c'est clairement ce jour-là que j'ai écrit dans ma tête un principe qui a guidé, je crois, toute ma carrière ensuite. Les êtres humains sont avant tout semblables, mais ils ont la capacité de varier à l'infini sur les mêmes fondamentaux. Et pour illustrer ça, je vais le faire très rapidement, sans micro. J'ai amené un instrument de musique, je vais aller chercher là, juste derrière, qui est un instrument qui a traversé l'histoire. Et vous allez comprendre quand vous allez m'entendre en faire la démonstration, ce sont juste des gestes, j'en joue pas vraiment, mais pour que vous compreniez le principe. Il y a un lien très fort entre le langage, l'émotion et la capacité de transcendance qu'il y a dans l'être humain. Et ce geste date d'entre 10 et 20 000 ans. Je vous montre. Il surgit par miracle.
J'ai acquis la conviction que l'éducation artistique est absolument essentielle au développement des individus. Mais c'est non seulement ça, mais je crois aussi qu'elle est absolument indispensable pour favoriser une éducation à l'altérité, au respect de l'altérité. Ça fait à peu près 35 ans que je tourne autour de cette idée. Et au début, je me trouvais génial parce que je croyais que j'avais trouvé un truc formidable. Et en fait, c'est un truc formidable, mais je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul à avoir regardé les choses de cette manière. Je me suis penché, par exemple, sur tous les penseurs humanistes qui mettaient cette question d'éducation artistique au cœur de la formation d'un jeune citoyen. Donc c'est le cas des penseurs des Lumières, bien évidemment, des penseurs comme Tagore, qui est une grande figure de l'Inde du début du XXe siècle, un peu éclipsé par Gandhi, mais c'était un philosophe, un écrivain, un poète, un compositeur. Il est l'auteur de l'hymne bengalais et de l'hymne indien, et il était également danseur. Voilà. Et on trouve les mêmes principes éducatifs. C'est aussi dans les écrits de John Dewey et de ses successeurs qui ont profondément marqué le système éducatif américain. Et aujourd'hui, ces courants humanistes représentent la voie de la résistance aux sirènes obscurantistes et alarmistes contemporaines. Donc je me réfère à ces courants de pensée. Et pour moi, le projet Demos a pour but de protéger l'humanité. Et oui, j'y vais carrément. Quand j'ai prononcé cette phrase devant des collègues, ils m'ont dit qu'il va un peu fort. But de protéger l'humanité en contribuant à réduire le nombre de ceux qui pensent qu'un être humain peut être inférieur et qui peuvent aller jusqu'à vouloir l'éliminer de la surface de la planète. Mais au contraire, d'augmenter le nombre de ceux qui sont capables de déceler le semblable dans un autre être humain et qui font de cela quelque chose qui les habite en permanence dans toute leur vie sociale. C'est pourquoi il est important dans des projets éducatifs comme celui que je mène, que les enfants puissent se rendre compte, même si le répertoire privilégié est la musique classique, à quel point l'homme est musicien. Donc, nous introduisons dans leur programme des références à la musique de l'Inde ou à la musique du monde arabe. Pas pour l'éclectisme, mais pour cette idée. Rendez-vous compte à quel point l'homme est musicien et à quel point nous sommes des êtres humains. C'est vraiment ce qui nous habite en permanence. Mais le fait que ce soit de la musique classique à l'intérieur du projet Demos est aussi quelque chose de fondamental. Parce que, pour en revenir à Zacharia, aux enfants et aux familles de ces quartiers populaires, très souvent, lorsqu'ils abordent cette musique, ils se disent « ce n'est pas pour nous ». Et ce n'est pas pour nous peut très bien se transformer en le nous contre eux, qui contrecarrerait tous les espoirs que nous entretenons ici, avec tous ces projets qui mettent en valeur le vivre ensemble.